Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission consacrée à nos éphémérides du ciel d'avril 2025. Ce mois-ci, nous consacrerons une première partie sur le rapprochement de la Lune avec Mars qui aura lieu le 5 avril. Nous enchaînerons ensuite avec le spectacle qu'offriront les Lyrides le 22. Puis nous nous dirigerons vers Vénus puisqu'elle brillera de mille feux le 25. Après cela, petite nouveauté, puisque à partir de ce mois-ci, nous avons choisi d'introduire une toute nouvelle rubrique intitulée Les pépites de nos intervenants, donc dans notre émission. Alors, je ne vous révèle pas tout de suite de quoi il s'agit, je vous laisserai découvrir au moment que, que, au moment voulu. Enfin, nous terminerons cette émission par une des plus belles photos célestes prises par l'un de nos astronomes amateurs ici présents. Et d'ailleurs, je souhaite la bienvenue à Mathieu et à Robin qui se sont préparés pour vous aider à réaliser de bonnes observations ce mois-ci. Commençons donc sans plus tarder avec ce premier événement qui a lieu le 5 avril et cela concerne le rapprochement de la Lune avec la planète rouge Mars. Alors Mathieu, peux-tu nous préciser comment ce rapprochement va se dérouler et quelles observations intéressantes sont à faire? Bien sûr. Donc, c'est à observer dès le début de soirée, en fait, haut dans le ciel, au crépuscule. Il faut savoir que la Lune, se trouve au-dessus de Mars, entre Mars, pour être plus précis, et l'étoile Pollux de la constellation des Gémeaux. Et d'ailleurs, donnera l'impression d'une troisième tête à cette fameuse constellation des Gémeaux. Alors, parlons un petit peu des deux objets, un peu plus en détail. Donc, Mars, qui a une phase à 90%. Elle a également une taille angulaire qui est supérieure à 8 secondes d'arc et une magnitude qui est positive. Donc, c'est trois éléments à connaître avant de pouvoir se lancer dans l'observation de Mars. Alors, cette phase de 90%, signifie en fait que petit à petit, Mars est en train de s'éloigner de nous. Elle se présente de trois quarts face, si vous voulez, par rapport à nous. Et donc, on commence à avoir une petite fenêtre d'observation sur sa partie nocturne, donc sur la partie nuit de la planète rouge. Alors, on y observe tantôt donc son hémisphère matinal avec la visibilité d'un terminateur qui fait la jonction entre la nuit martienne et le lever du jour. On rappelle d'ailleurs que l'hémisphère vespéral nous était présenté avant l'opposition de cette année, de janvier dernier plus précisément. Mais il devient de plus en plus difficile d'apprécier les grandes formations géologiques martiennes, même avec de gros instruments. C'est là où on en arrive au fameux 8 secondes d'arc. En fait, la taille angulaire est inférieure à 8 secondes d'arc. Donc, ça commence à devenir très compliqué. Mais on peut encore apercevoir malgré tout l'éclat de la calotte polaire nord, dont l'étendue ne cesse de doucement se réduire au fur et à mesure qu'on s'avance dans le printemps boréal, puisqu'il s'agit de la saison printanière dans l'hémisphère nord de Mars. Côté hémisphère sud, je rappelle que nous avançons là, cette fois-ci, dans la saison automnale. On arrive tout doucement vers l'hiver. La calotte polaire sud est en train de se former, prend de l'extension et commence également à devenir visible pour nous observateurs depuis la Terre, puisque Mars est en train de doucement s'incliner l'hémisphère sud est en train de s'incliner doucement vers la Terre. Alors, pour les photographes, l'intérêt se porte encore dans la partie bleue, violet, ultraviolet du spectre, où l'on continue de suivre avec intérêt, bien sûr, l'évolution de l'activité nuageuse qui est, je le rappelle, à son maximum à cette période. Ce 5 avril, c'est aussi le jour du premier quartier lunaire. Alors, parmi les grandes formations visibles de la Lune, nous avons les mers de la sérénité, de la tranquillité, de la fécondité, auxquelles on peut ajouter par ailleurs celles des crises et du nectar, qui sont un petit peu plus petites que leurs consoeurs. On rappelle qu'elles sont visibles à l'œil nu, mais avec un instrument même très modeste, ce sont les cratères qui se dévoilent. Parmi les plus populaires observables, au moment du premier quartier, on trouve donc Posidonius, qui se trouve au nord-est de la mer de la Sérénité,
qui contient d'ailleurs en son intérieur un cratère plus petit, ainsi qu'un système de failles très intéressant à scruter. Ou encore Théophile. Théophile qui a un cratère large de 100 km, profond de 3, dont le contour régulier s'élève en une sorte d'arène et dont le centre est occupé par un triple pic central, le tout situé au nord de la mer du Nectar. Et puis enfin Pétavius, Pétavius très ressemblant à Théophile, situé donc quant à lui au sud de la mer de la Fécondité. Et puis sur le terminateur, on trouve aussi le trio Ptolémée, Alphonse, Arzakel, et plus haut deux chaînes montagneuses à l'ouest de la Sérénité, qui sont le Caucase et les Apennins. Voilà. Et puis si vous attendez encore un jour de plus, donc un jour après ce premier quartier, apparaît le fameux mur droit que tout le monde aime bien scruter, cette ligne sombre verticale qui coupe la Lune, une partie de la Lune en deux, effectivement, et qui est assez intéressant. On le surnomme également l'épée de la Lune. Merci Mathieu donc pour toutes ces précisions et ces observations donc à effectuer ce jour du 5 avril. Nous passons maintenant à ce deuxième événement qui a lieu le 22 et donc il s'agit des Lyrides qui offrent leur spectacle le plus intense. Alors à quoi eh bien on va pouvoir s'attendre? Eh bien Robin, je te laisse la parole. Oui, c'est ça, Nathan. Alors le 22, enfin, ça sera vraiment le moment finalement où ça sera le plus intéressant pour observer ces pluies d'étoiles filantes. Mais en réalité, ces lyrides seront visibles du 14 au 30 avril. Au 30 avril, pardon. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pluie d'étoiles filantes qui aura entre 10 et 20, on va dire 20 météores par heure. Donc si on rapporte ça par minute, ça fait environ une toutes les 4 minutes. Donc voilà, il y a quand même moyen d'en voir ou si vous faites de la photo, d'en photographier assez facilement. Alors voilà, même si ça ne sera pas une pluie d'étoiles filantes comme on la connaît en été, par exemple, ça sera quand même une pluie d'étoiles filantes qui reste néanmoins relativement intéressante. Alors, on parle des Lyrides. Vous avez deviné de quelle constellation ça vient? Eh oui, ça vient de la Lyre, la constellation de la Lyre. En fait, les pluies d'étoiles filantes portent tirent leur nom finalement de la constellation d'où semble provenir l'ensemble des étoiles filantes. Alors, l'avantage, c'est que la Lyre, c'est une constellation que vous devez certainement connaître si vous connaissez un petit peu le ciel d'été, puisque il y a une étoile qui est aussi très connue qui s'appelle Vega, qui est une étoile vraiment très brillante et si vous connaissez un petit peu le ciel d'été, vous avez certainement déjà entendu parler du célèbre triangle d'été. Et donc Vega est bel et bien une étoile qui forme ce triangle. Vraiment assez facile à repérer et vous la repérerez certainement très facilement. Euh, voilà, pour vous donner une indication, il faudra regarder. Alors, ça dépend évidemment exactement de où vous êtes, mais globalement, la lyre va commencer à se lever au nord-est et sera visible toute la nuit, hein, vraiment toute la nuit. Donc, toute la nuit, on pourra profiter de cet événement. Donc, voilà, même si voilà, il y a peut-être des soirées qui ne seront pas forcément propices en avril, ça nous laisse quand même 15 jours pour essayer de tenter d'observer les Lyrides. Et l'avantage aussi, c'est que à partir du 16 avril, la Lune sera en phase décroissante et en plus, elle sera vraiment très très proche de l'horizon. En tout cas, elle risque de ne pas beaucoup nous gêner. Donc, à savoir que voilà, hein, si il y a de la pollution lumineuse liée à l'éclat de la Lune ou à l'éclat des villes, forcément, ça sera plus compliqué de discerner les étoiles filantes. Il faudra être encore plus attentif. Mais voilà, n'hésitez pas à trouver un endroit qui est vraiment noir et à observer. Idéalement, bah voilà, le 22, le 22 avril, ça sera vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. C'est ça, en espérant que bien sûr le ciel soit bien dégagé. Donc, merci et nous allons passer à ce dernier événement que nous avons choisi de vous parler. C'est le 25. La planète Vénus brille à nouveau de mille feux. Alors, je dis à nouveau puisqu'effectivement, nous en avions déjà
nous avions déjà évoqué son éclat maximal au mois de février. Mais à quoi peut-on s'attendre ce mois-ci, Robin? Alors ce mois-ci, on va dire vers fin du mois d'avril, le 25 avril, on aura la possibilité de voir Vénus en conjonction avec Saturne. Donc Saturne sera vraiment pas très loin. On parle d'environ 4 degrés d'écart. Et ce qui est vraiment assez stupéfiant, c'est que Vénus, qui pourtant ce soir-là sera en fin croissant, aura un éclat beaucoup, beaucoup plus important que Saturne. Donc ça, c'est vraiment dingue. Et surtout, ce qui peut être vraiment sympa à faire, c'est de réaliser une observation, alors idéalement au télescope avec un petit peu de grossissement pour voir ce fin croissant. C'est toujours, moi je trouve que c'est toujours très fascinant d'observer Vénus. Ça nous rend vraiment, enfin on se rend vraiment compte de toute la mécanique céleste, de quelle façon aussi les rayons lumineux arrivent d'une part sur Vénus et puis reviennent sur Terre. En tout cas, ça nous permet aussi un petit peu de se situer dans le système solaire et situer aussi la position de Vénus par rapport à la Terre. Enfin bref. Et donc voilà, ça sera un événement plutôt intéressant, mais ça sera pour les lève-tôt, on va dire, puisque ça sera à l'aube, environ 40 minutes avant le lever du soleil. Donc vraiment, ça sera pour les plus courageux ou peut-être les travailleurs de nuit, si vous avez l'opportunité de lever les yeux au ciel. Et une chose encore plus intéressante, je vous ai parlé de 4 degrés qui sépareront la planète Saturne et Vénus. Eh ben, vous pourrez faire l'expérience de vérifier de façon un peu approximative le 26 avril, puisque ce qui va se passer, c'est que la Lune va sembler passer entre Saturne et Vénus, donc un jour après. Et faut savoir aussi que la Lune, c'est un demi-degré à peu près. Donc voilà, si vous pouvez reporter à peu près ce demi-degré euh, 8 fois, ben, vous avez 4 degrés finalement. Donc vous pourrez faire l'expérience ce soir-là et voir et constater par vous-même qu'il y aura à peu près 4 degrés entre Saturne et Vénus. D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup donc pour toutes ces précisions. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à cette nouvelle rubrique, donc comme parlé en introduction, donc les pépites de nos intervenants. Et donc, dans cette rubrique, je vais demander, en l'occurrence, donc ce mois-ci à Mathieu, eh bien, de nous révéler sa pépite du mois pour le partager donc avec ceux qui nous écoutent. Alors, ce peut être un livre, un astre, un objet du ciel profond ou encore une application ou d'autres choses encore, mais qui vous fascine, qui vous aide pour l'observation ou que vous aimeriez eh bien tout simplement partager pour faire connaître. Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu as choisi ce mois-ci de nous présenter? Les beaux jours arrivent, le soleil devrait s'installer, on l'espère, pour cette saison estivale qui commence à approcher. Eh bien, pour cette toute première pépite, et je vous propose le livre Astronomie solaire, un livre qui a été écrit par une quinzaine d'astronomes amateurs sous la direction de l'un d'entre eux d'ailleurs, Christian Villadrich. C'est un pavé d'1,5 kg, 528 pages agrémentées de plus de 1500 illustrations. C'est un livre en référence, aussi bien pour le novice qui souhaite se plonger dans l'observation et l'étude de notre étoile, que pour l'amateur confirmé qui y trouvera quantité d'informations aussi bien théoriques que pratiques sur des sujets parfois assez pointus. Alors, ils sont expliqués entre autres comment fonctionne notre astre diurne, comment l'observer en toute sécurité et sous toutes les coutures accessibles par l'amateur, depuis la lumière blanche, en passant par le H-alpha, le calcium, la spectrohéliographie et même la radioastronomie. Mais encore, comment bien le dessiner ou le photographier. Une section entière, d'ailleurs, est même consacrée à l'histoire de son observation. Alors, notez qu'une deuxième édition revue et augmentée de ce livre est parue depuis mai 2024.
Donc peut-être une bonne occasion de se mettre à jour pour ceux qui ont obtenu ce livre avant cette date. Voilà, eh bien, un livre bien intéressant pour ceux qui s'intéressent au soleil. Merci de nous avoir présenté ce livre. Nous passons maintenant eh bien, cette dernière rubrique de notre émission, à savoir la photo du mois. Et ce mois-ci, eh bien, comme vous pouvez le constater, nous nous dirigeons vers la planète Vénus. Alors, c'est un signal thermique de Vénus, daté du 2 mars, présenté donc par notre ami Mathieu. On y voit le croissant saturé représentant le côté diurne de la planète, mais surprise, grâce à un filtre centré à 1 micron dans l'infrarouge, nous pouvons également distinguer le côté nocturne de la planète, très faiblement contrasté, et qui est une manifestation observable des températures infernales régnant sur la planète. Notez cependant que la caméra ayant servi à réaliser cette image est équipée d'une vitre de protection servant à protéger le capteur et qui malheureusement est aussi à l'origine des reflets disgracieux ne permettant pas de pouvoir apprécier les contrastes que pourrait révéler cette image. Voilà donc que se termine notre émission du mois. Nous espérons que les conditions météorologiques seront de la partie pour l'observation de ces événements et que vous pourrez aussi bien faire de belles images du ciel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo et bien sûr à la partager autour de vous. Rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides et en attendant, bon ciel à toutes et à tous.